Et très large page consacrée ce soir à l'épidémie d'Ebola qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Déjà 177 morts selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé et 750 cas probables. 17e flambée du virus en République démocratique du Congo, principal pays concerné, où le virus représente désormais un risque très élevé selon l'OMS. Région touchée, l'Ituri, foyer de l'épidémie, mais aussi le Nord Kivu dont une partie est aux mains de la rébellion du M23, ainsi que le Sud Kivu. 5 cas ont par ailleurs été confirmés et un décès signalé en Ouganda voisin. Le Rwanda, lui, jusque-là épargné, impose des restrictions d'entrée sur son territoire alors qu'aucun vaccin ou traitement contre cette souche Bundibugyo du virus responsable de la flambée actuelle n'existe pour l'heure. Le respect des mesures barrières et la détection rapide des cas est donc crucial. Autant de défis dans des régions où sévissent groupes armés dont les combats ont fait des millions de déplacés. Avec nous donc depuis Kampala en Ouganda, Jean Kaseya, épidémiologiste, directeur général de l'Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Je le disais, l'Organisation mondiale de la santé a dit que le virus représentait désormais un risque très élevé. Votre organisme, l'Africa CDC, a elle-même déclaré tout à l'heure que 10 pays africains pourraient bientôt être touchés. La situation est-elle encore sous contrôle ? Merci de m'avoir reçu. J'ai appelé une réunion des différents ministres des pays affectés aujourd'hui à Kampala. On a eu le ministre de la RDC, le ministre de l'Ouganda, le ministre du Sud-Soudan et toutes leurs équipes. Et il y a eu 300 partenaires qui se sont aussi joints à nous pour analyser cette situation. On était avec l'OMS, l'UNICEF et les autres. La situation est sérieuse, l'épidémie évolue à grands pas et comme on le sait, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Et j'ai été en Ituri il y a 2 jours, le besoin est criant et si nous ne mobilisons pas les ressources avec le plan commun qu'on vient de mettre en œuvre aujourd'hui, je crains que beaucoup d'autres pays soient effectivement touchés. Quel est ce plan commun que vous évoquez à l'instant ? Une réponse collective, vous l'avez dit. Alors, nous avons décidé de parler d'une seule voix. Vous savez, cette épidémie, cette maladie est connue depuis 19 ans. Depuis 19 ans, il n'y a jamais eu de vaccin ni de médicaments, puisque c'est une maladie africaine. Et j'ai toujours dit, si cette maladie était en Europe ou aux États-Unis, on aurait déjà des vaccins et des médicaments. Maintenant, nous avons décidé avec nos leaders que cette maladie sera gérée en Afrique par les Africains, pour les Africains, mais avec l'appui de nos partenaires aussi. Et le plan que nous avons mis ensemble aujourd'hui, c'est le plan que la RDC a échafaudé, le plan que l'Ouganda a élaboré, le plan que les pays qui sont à risque nous ont donné. C'est ce qui fait le total de 319 millions de dollars que nous sommes en train de rechercher activement pour répondre à cette épidémie. Auprès de qui est-ce que vous sollicitez par rapport à cet appel de fonds ? Nous avons toujours été consistants. Je parle toujours de la souveraineté africaine. La souveraineté commence par les gouvernements qui donnent leur contribution. J'ai été très clair avec chacun des gouvernements en disant au moins 10% des mises initiales doivent venir du gouvernement. C'est le cas, la RDC a déjà mis 20 millions sur la table, l'Ouganda a déjà mis 5 millions sur la table, c'est un bon premier pas. La deuxième étape, c'est les Africains. Je viens juste de finir une réunion avec des éminents africains comme Aliko Dangote, George Elombi et beaucoup d'autres, pour que nous puissions mettre en place un cadre des entrepreneurs africains qui veulent contribuer. Je pense que le 29 mai, j'aurai une réunion à Lagos avec tous ces entrepreneurs africains pour qu'ils puissent aussi nous dire combien ils vont mettre sur la table. Maintenant, le troisième palier, c'est maintenant les partenaires extérieurs. Je tiens à remercier les États-Unis. Jérémy Lewin m'a envoyé un message très intéressant pour dire qu'ils vont contribuer. Le président Macron m'a dit la même chose et nous avons eu la ministre Eleonore qui a fait un statement aujourd'hui. On a UK, on a d'autres partenaires et je pense que rapidement nous allons essayer de trouver tous les fonds qui doivent commencer à atterrir sur le terrain pour arrêter cette épidémie.
C'est dans l'intérêt de tous, effectivement, de contenir au plus vite cette propagation? Si nous ne contenons pas cette propagation au plus vite, tout le monde peut être touché, même si vous êtes en Europe, même si vous êtes aux États-Unis. Donc elle peut Et donc, aller au-delà du continent africain, elle peut toucher l'ensemble du monde, vous pensez? elle peut toucher n'importe où, puisque les gens qui sont contaminés, les gens qui ne sont pas en isolation, ils peuvent à tout moment contaminer d'autres qui peuvent continuer la contamination en chaîne. Donc, on doit arrêter cette épidémie maintenant avant que tout le monde puisse commencer à se poser des questions. Alors parlons concrètement de la situation sur le terrain, notamment premier concerné la République démocratique du Congo. Est-ce que le pays est suffisamment équipé à ce stade pour faire face à cette épidémie en termes de lits d'isolement, de laboratoires, de masques, de matériel médical? J'ai été à Genève, j'ai arrêté mes engagements à Genève pour directement voyager à Kinshasa, puisque je me considère comme un général de l'armée. Quand son pays est touché, il doit être au front. Et ce que j'ai vu, j'ai parlé avec les autorités de la RDC. D'abord, il faut se dire que la première des ressources, c'est la ressource humaine. La RDC dispose des experts de très haut niveau, professeur Mouyembe par exemple. Et donc, la deuxième, c'est que cette ressource humaine doit être équipée. C'est là où nous avions quelques soucis. Et donc, la recherche de fonds que nous faisons, c'est pour permettre aux ressources humaines qui existent d'être équipées, d'aller prendre en charge les malades qui en ont besoin. Et j'ai été en Ituri, à l'épicentre même de cette épidémie, et j'ai vu que les besoins sont immenses, puisque comme il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, il faut une grande surveillance, il faut les moyens de diagnostic à tout point pour détecter rapidement tous ceux-là qui ont la maladie. Il faut des moyens d'isolation qu'on n'a pas encore. Il faut les moyens de traitement qu'on n'a pas encore. Donc, ça signifie que nous sommes en train de bâtir la réponse et j'espère que dans les prochains jours, on va aller de l'avant. Donc la RDC n'a pas pour l'heure les moyens de procéder rapidement, notamment au dépistage? Les dépistages se fait de façon, et le ministre de la RDC l'a dit, le premier cas était connu autour du 5 mai, mais seulement les laboratoires à Ituri n'étaient pas équipés pour diagnostiquer la souche autre que Zaïre. Donc quand ils ont fait la souche Zaïre, ils ont vu que c'était négatif, ils ont pensé que ce n'était pas Ebola. Donc ça signifie que nous devons, comme on dit en anglais, upgrade. On doit donner un peu plus par rapport à ces laboratoires. Et nous avons décidé avec le ministre de la RDC aujourd'hui de faire encore un déploiement conséquent de tous les réseaux de laboratoires et nous allons bâtir un réseau de laboratoires qui est lié au niveau national à temps réel. C'est un challenge, mais on va y arriver. Qu'en est-il, Jean Cassillet, des populations? Est-ce que l'application des gestes barrières et des recommandations sanitaires émises notamment par l'Africa CDC sont suivies? Est-ce qu'il y a une adhésion des populations aux recommandations sanitaires? J'ai été sur le terrain, comme on dit, j'ai été en Ituri. Dans la grande majorité des cas, la population suit les mesures barrières. Et vous savez, ce n'est pas la première épidémie. Et Africa CDC, ça fait un bon bout de temps que nous sommes en train de faire la promotion de cela avec nos gouvernements. Mais bien sûr, nous avons toujours des cas de récalcitrants, comme ce qui s'est passé il y a 2 jours où un jeune homme est mort et puis ses amis ont voulu récupérer le corps pour des raisons un peu d'ego. Et malheureusement, ça s'est tourné à brûler les tentes où les malades étaient. Mais de façon générale, il faut se dire, les mesures barrières dont nous parlons, c'est compris par la population et c'est appliqué. Vous avez notamment rappelé que les enterrements sont de hauts lieux de propagation de ce virus. Les restrictions sur les rassemblements sont là aussi bien acceptées globalement?
Vous savez, nous venons d'une culture où vous allez voir que pour cette épidémie aussi, 60% des personnes infectées sont les femmes. Puisque dans la culture qui est la nôtre dans le passé, une femme ne peut pas perdre son mari, n'est pas toucher les corps, n'est pas pleurer son mari. Et ça, ça a poussé à beaucoup d'interprétations. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme enseignement, comme mesure que nous donnons à la population, nous voyons que de plus en plus les gens commencent à faire leur deuil différemment. C'est vrai qu'il y aura toujours des cas marginaux ici et là, et malheureusement, ces cas marginaux, surtout lorsque l'épidémie n'est pas encore connue, n'est pas encore déclarée, c'est ce qui crée ces nombres de cas. Je vais être très clair avec les gens. Nous allons encore assister à l'augmentation des cas. Pourquoi? Puisque nous sommes encore dans une phase active de l'épidémie. Ce n'est qu'il n'y a que 7 jours que nous avons déclaré cette épidémie. Vous savez, c'est Africa CDC qui a déclaré en premier quand j'ai eu les données que au moins 2 pays étaient touchés. C'est notre responsabilité au niveau continental de déclarer. Et donc, nous allons nous donner un peu de temps. Nous allons faire une surveillance active. Nous allons continuer à mettre les mesures barrières en place et nous allons rechercher chaque cas contact. Et c'est quand nous allons avoir la maîtrise de tout cela que nous pouvons commencer à envisager les décours de cette épidémie. On sait que dans ce contexte, il y a énormément de fake news, de fausses informations qui circulent, comme c'était le cas notamment durant le Covid. L'enjeu aussi, actuellement, c'est la lutte contre la désinformation. La lutte contre la désinformation, elle est là pour nous. Et vous savez, la bonne information, l'assimilation de l'information par la communauté, c'est ça qui va nous permettre d'arrêter cette épidémie. Alors, quand on pense que c'est, comme on appelle, phénomène cercueil, on pense que c'est la sorcellerie qui tue les gens, ça n'aide pas. Donc, ce que nous faisons avec les leaders communautaires, c'est de donner la meilleure information, la bonne information, afin d'arrêter ces croyances et que les gens sachent que la maladie existe, mais on peut se préserver et ne pas l'attraper. On évoquait l'extension de l'épidémie, notamment dans la région du Nord Kivu. On sait que les conflits armés dans l'Est de la RDC et la présence aussi de millions de déplacés dans des camps compliquent évidemment la lutte contre la propagation de cette épidémie. Comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que la RDC peut gérer la situation dans ce contexte? J'ai parlé avec les autorités de la RDC. Là, je vais quitter Kampala pour aller à Brazzaville pour les assemblées de la Banque mondiale. Et puis mardi soir, je serai en RDC pour voir le président Tshisekedi et aussi les membres du gouvernement pour discuter effectivement de ce que l'on doit faire dans cette partie de l'Est du pays. Mais je sais des informations qui m'ont été transmises déjà que la RDC utilise les mécanismes des négociations en place, notamment les Qatar et les États-Unis, pour que nous puissions avoir accès à ces malades. Nous, en tant qu'Africa CDC, nous traitons avec les États, et à moins que je ne puisse pas avoir la bonne information, mais je sais que Goma et Bukavu sont toujours de la RDC, et donc nous allons utiliser par les mécanismes des négociations qu'ils ont, nous allons avoir accès à la population de Goma et de Sud Kivu dans les tout prochains jours et nous allons faire notre travail pour sauver la population. Le Rwanda, voisin, applique des restrictions d'entrée sur son territoire désormais. Vous avez plaidé il y a quelques jours contre la fermeture des frontières, en tout cas en l'état actuel de l'épidémie. Qu'est-ce que vous pensez de ces restrictions de circulation? Nous sommes très clairs sur les restrictions de circulation. Vous avez vu, nous avons sorti un press release, comme on dit, pour dire très clairement que les pays occidentaux qui ont commencé à imposer les restrictions de voyage en RDC, en Ouganda et au Sud-Soudan, que cela n'était pas la bonne manière et d'ailleurs c'est découragé par les systèmes, les règlements internationaux. Donc, nous sommes très clairs là-dessus et nous en discutons aussi avec nos propres pays pour dire il ne faut pas fermer les frontières, mais il faut plutôt renforcer le dépistage
il faut renforcer les capacités d'isolation des malades et c'est cela qui va permettre d'arrêter cette épidémie. Vous évoquiez les pays occidentaux, vous faisiez référence à l'administration Trump, c'est ça qui a décidé d'obliger l'équipe nationale congolaise de s'isoler 21 jours avant l'arrivée sur le territoire américain, avant la Coupe du Monde de foot? Vous savez, chaque pays a le droit de prendre des mesures pour se protéger. Mais ces mesures doivent respecter les règlements sanitaires internationaux. Le règlement sanitaire international a été voté par nous tous. Et donc, moi j'ai un bon dialogue avec les autorités américaines et je sais que nous allons continuer ce dialogue. S'il n'y a pas de raison d'appliquer des mesures maximalistes, il ne faut pas les appliquer. On sait qu'il y a eu des coupes drastiques de l'aide internationale, notamment à destination du continent africain depuis le Covid-19. Donald Trump a aussi mis fin à l'USAID. Ces évolutions ont-elles affaibli, selon vous, durablement les capacités africaines de réponse aux crises sanitaires, quelles qu'elles soient? J'ai toujours été très clair là-dessus. Ce n'est pas seulement les Américains qui ont coupé l'aide. Pratiquement tous les pays occidentaux ont coupé l'aide en Afrique. Ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est que cette aide-là contribue aussi à renforcer les systèmes de surveillance et les systèmes de collecte des données, les systèmes de transmission des données et d'analyse des données. Là, nous avons aussi un grand vide qui s'est créé. Le temps que les pays africains puissent combler ce vide, nous sommes en train de vivre des situations assez difficiles. C'est vrai, si l'aide était là de façon telle qu'elle était avant, on n'aurait peut-être pas vécu cette situation telle qu'on est en train de la vivre. Mais au moins, c'est une leçon pour nous, c'est une opportunité pour nous de nous dire, nous devons commencer à compter pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Nous devons bâtir des systèmes pour les Africains et c'est ce qu'Africa CDC, nous sommes en train de faire avec nos pays membres. Et vous avez effectivement régulièrement dénoncé l'indifférence de l'Occident ou des laboratoires, en tout cas pour la production de vaccins pour des maladies qui ne concernent que les pays africains. Où en est le projet africain justement de production locale de vaccins et de médicaments pour gagner en indépendance vis-à-vis des laboratoires occidentaux? Madame, je vais vous dire, ce qui m'a choqué quand j'ai pris le poste d'Africa CDC en 2023. On m'a dit qu'il n'y avait pas de marché en Afrique, alors que moi, je sais qu'il y avait 1,4 milliard de personnes. Mais en réalité, ce qu'il me disait différemment, c'était qu'il y a trop d'invisibles en Afrique, puisque rien que, il n'y a que 10% d'Africains qui ont une assurance maladie. Et sur ces 10%, il n'y a que 2% qui ont une assurance maladie suffisante qui peut leur permettre d'avoir accès à une panoplie de soins. 2% de 1,5 milliard, si on arrondit les chiffres d'aujourd'hui, ça représente 30 millions. 30 millions, ça représente la moitié de ceux-là qui ont l'assurance maladie en France. Voilà pourquoi il disait qu'on n'avait pas de marché. Nous avons changé cela. Africa CDC a créé ce qu'on appelle l'African Pool Procurement Mechanism. Ce mécanisme nous permet d'acheter de façon groupée et de tenir compte même de ceux-là qui n'ont pas d'assurance maladie. Ça, c'est déjà un grand changement. Le deuxième changement que nous avons fait à Africa CDC, c'est le programme digital. Nous sommes en train de rendre visibles les invisibles. Le Kenya le montre, le Ghana le montre, le Rwanda le montre, le Maroc le montre. Et donc, nous bâtissons sur ça pour créer une classe de personnes qui peuvent avoir accès à l'assurance maladie. La troisième chose, nous avons opérationnalisé l'Agence de médecine africaine pour toute la régulation. C'est vrai, l'Afrique avance. Et je vais dire une chose, ne pas investir en Afrique aujourd'hui dans la fabrication de médicaments et de vaccins, c'est comme si vous avez oublié d'investir en Asie il y a 20 ans. C'est la grosse erreur qu'il ne faut pas commettre. Et le message est envoyé. Merci infiniment Jean Kaseya d'avoir répondu ce soir à nos questions dans Au cœur de l'info. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.